Tu me dis 3, 2, 1. Oh, un peu d'ombre, juste pour commencer. Fantastique. C'est bon. Fantastique. Chers amis, on se retrouve pour parler des lieux d'Israël à un endroit où on ne peut plus approprier. Vous le voyez derrière moi, ça se reflète, je vais vous montrer. On est dans la vallée de Choula. La vallée de Choula au nord du lac de Tibériade. Je vous vais faire une brève visite. Comme ça, ce que vous voyez, eh bien, ici en face, ce sont les montagnes du Golan. Un peu plus au nord, vous voyez là-bas le Hermon, la montagne du Hermon. Et puis, de l'autre côté, c'est la crête des montagnes de Naphtali. Naphtali, pourquoi est-ce qu'on est ici pour parler de Herzl, dont on fête, il faut le savoir, on fête aujourd'hui, le 10 Iyar, l'anniversaire. C'est le 160e anniversaire, date de naissance de Binyamin Ze'ev Herzl. Et on va aujourd'hui parler de son voyage, d'un voyage de 10 jours, où il est venu en Eretz Israël il y a exactement 122 ans, en 1898, octobre-novembre 1898. Il a passé 10 jours inoubliables en Eretz Israël. Généralement, on parle beaucoup moins de cette visite, moins que d'autres étapes formatrices de sa vie, comme le Congrès, comme le Parlement français, comme l'affaire de l'Ouganda et bien d'autres choses. Mais il faut savoir que c'est un passage de 10 jours, un véritable programme de Taglit, le premier Taglit sioniste qui a eu un impact invraisemblable tant sur sa vie que sur sa vision, que sur sa compréhension des capacités tant du peuple juif que de la terre d'Israël, que de Eretz Israël. Maintenant, pour parler de ces choses, eh bien, vous n'avez pas besoin de me voir. Eh bien, je vais tout simplement partager avec vous un supplément que j'ai eu l'honneur d'écrire il y a 2 ans pour l'Institut Herzl, pour le centre Herzl, et qui était entièrement consacré à ce voyage, Herzl, on va le voir. Est-ce que un supplément dans Israël Hayom, le quotidien israélien. Là, vous voyez sur la droite la délégation de 5 personnes avec lesquelles. Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce que cela s'est-il passé? Eh bien, c'était le lendemain du 2e congrès sioniste. On parle d'août 1898. Herzl reçoit une lettre de l'oncle de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, où il lui dit, écoute, Guillaume II veut te rencontrer. Où est-ce qu'il veut te rencontrer? Il veut te rencontrer en terre d'Israël. Il veut te rencontrer en terre d'Israël parce qu'il va partir là-bas en pèlerinage. Sur sa route, il va s'arrêter à Kouchta, à Constantinople, Istanbul, où il va rencontrer le sultan. Il peut te voir une première fois chez le sultan, une seconde fois, vous pouvez vous rencontrer à Jérusalem, à Jérusalem. Pour Herzl, c'est un triomphe. Avoir une rencontre officielle avec l'un des leaders et l'un des empereurs les plus puissants d'Europe et du monde entier, c'est une reconnaissance du mouvement sioniste, c'est une reconnaissance de ses aspirations, quelque chose qu'il recherche depuis des années, depuis l'apparition de son livre, comme on l'a vu, déjà en 95, l'État juif, un premier congrès, 97, et enfin, il semble qu'il va
qu'il va avoir gain de cause, alors il risque certes d'être licencié de son journal, Neue Freie Presse. C'est pourquoi? Parce qu'il a déjà pris trop de vacances, il vient d'organiser le second congrès, et puis immédiatement à la fin de ce congrès, eh bien, il doit aller pour un voyage qui est loin d'être simple en Eretz Israël, un voyage qui dure pas 4 heures ou 3 heures comme aujourd'hui, mais des jours et des semaines entières, d'abord par l'Orient Express à Constantinople, ensuite avec un navire qui l'amène à Alexandrie, à Port Saïd, et ensuite de là-bas un navire qui l'amène à Jaffa. Mais il part sur la route avec, voilà, vous voyez la photo sur le navire. Sur le navire ici, qui est un navire qui s'appelle la Russie, où qu'il prend pour venir à Eretz Israël. Et voilà, ici, vous pouvez voir l'Orient Express, etc., etc. Chose intéressante, sur la route, les membres de cette délégation, d'ailleurs secrète, c'était un voyage que Herzl avait demandé de tenir en grand secret, et ils partent en tant que journalistes, en tant que correspondants de journaux, et certainement pas en tant que représentants de l'organisation sioniste, et pour cause, en Eretz Israël, il est recherché. Là sur la droite, vous voyez, pour voir une lettre écrite d'Eretz Israël par Eliezer Ben Yehuda, celui qui a fait renaître, entre autres, une des personnes, des figures qui a fait centrale dans la renaissance de l'hébreu comme langue parlée en Eretz Israël. Il écrit à Herzl pour l'avertir que en Eretz Israël, les autorités turques, qui sont naturellement hostiles au projet sioniste, eh bien, ils peuvent attenter tout simplement à sa vie. Ils peuvent essayer de tuer Herzl. Mais bon, tout ça pour expliquer pourquoi est-ce que cette visite était tenue au grand secret, enfin, essayer de la tenir au grand secret. Sur la route, les voyageurs qui accompagnent, les personnes qui accompagnent Herzl, eh bien, ils se disent, mais quelles sont les requêtes qu'on va demander à Guillaume II? Bon, un État, c'est certain, mais dans quelles frontières? Alors, ils disent, les frontières, rien de plus simple. Du Nil à l'Euphrate. Du Nil à l'Euphrate, c'est les frontières bibliques, c'est quelque chose qui va de soi, Donc, et il continue très réussi avec Guillaume II qui se passe à Kuşta, à Istanbul, où il leur demande qu'est-ce que vous voulez, et Herzl de lui répondre, eh bien, nous voulons un foyer national juif reconnu par le droit international en Eretz Israël. À quoi répond Guillaume II? Très bien. Bon, très bien. Top. Ils continuent leur route. Et le matin on va voir, vous savez, on va voir tout le parcours. Voilà. Le matin du 26 octobre, ils arrivent à Jaffa et Herzl ne dort pas toute la nuit. Et lorsque au matin, tout d'un coup, il voit la rivière, il voit les lueurs de Jaffa, eh bien, il réveille son ami Max Wolfson et David Wolfson, et il lui dit, David, regarde, Sion Imeinu,
Sion, Sion, notre mère. Il s'habille de ses plus beaux habits pour débarquer à Jaffa. Il est attendu par David Chouv, un leader sioniste local qui naturellement a reçu l'ordre de ne pas donner vent de cette visite pour la simple raison qu'on a expliquée. Elle est secrète, mais elle est tellement secrète que des dizaines et des dizaines de Juifs qui, comme toute chose secrète de cet ordre-là dans le peuple juif, eh bien, ont connu que c'était quelque chose que Herzl en personne allait arriver en Eretz Israël. Ils sont là à essayer de voir où est-ce qu'il va venir, etc., etc. Bon, il arrive plusieurs choses très intéressantes que je passe en détail. Si vous voulez lire ce supplément, bien qu'il soit en hébreu, eh bien, je vous invite. Vous pouvez le trouver sur le site du centre Merkaz Herzl à Jérusalem. Et puis, problème, il n'y a pas d'application du Guillaume II d'Allemagne par toute la délégation qui l'accompagne. Donc, pour finir, ils arrivent à trouver le carrosse de Madame Miego, qui est la femme de celui qui est le directeur de Mikvé Israël. Mikvé Israël, ce sera sa première station. Qu'est-ce que c'est Mikvé Israël? On va le voir. C'est la première école agricole fondée en Eretz Israël en 1875 avec à sa tête Charles Netter et où étudie des enfants juifs l'agriculture. En Eretz Israël, c'était quelque chose qui a été fondé encore le début même de la première Aliyah. Alors, il est naturel que Herzl aille se rendre d'abord dans ce lieu. Aujourd'hui, c'est près de Holon, la ville de Holon, au sud de Tel Aviv. Et là, il est accueilli par des enfants et par les différentes personnes qui arrivent là-bas. Et il y a une fille, je vais citer une des filles qui étudie là-bas, qui va dire l'impression qu'il a eue de cette visite. Mais avant cela, il y a quelque chose de très important qui s'y passe, c'est que toute la délégation, la suite de Guillaume II, eh bien, sur la route de Jérusalem, il passe par Mikvé Israël. Et là, vous avez l'empereur. Il est assis sur son cheval. Où est-ce qu'on voit la photo? Attendez, on va voir la photo. FOI. Je vais vous la montrer. Il aperçoit dans la foule des personnes qui sont là en train de l'accueillir, il aperçoit Herzl, qu'il vient déjà de rencontrer à Istanbul. Il s'arrête auprès de lui. Il lui serre la main, il lui tend la main, il lui serre la main. Naturellement, David Wolfson en profite. David Wolfson, c'est celui qui va succéder à Binyamin Ze'ev Herzl après 1904, après son décès, à la tête du... Et il prend la photo. En apparence, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle cette photo où vous avez l'empereur allemand qui serre la main à la tête du mouvement sioniste, de l'organisation sioniste, Binyamin Ze'ev Herzl. C'est publié naturellement dans tous les journaux. Bon, ok. Et sur ce, il y a une fille qui est témoin de ce qui se passe là-bas, qui
qui écrit à un ami la chose suivante. Et voici que je vois Guillaume, l'empereur, qui passe devant nous avec toute sa suite et dans toute sa splendeur. Tous habillés comme des chevaliers, comme le plus beau des chevaliers. Mais je dois être honnête. Les yeux sont attirés vers la personne qui est là-bas, qui se tient à côté de la porte d'entrée et qui est en train de discuter avec notre directeur. Et voici que l'empereur l'aperçoit sur son cheval. Il se dirige vers lui, il s'en approche, il lui tend sa main, ils échangent quelques paroles. Et à cet instant-là, lorsque je les ai vus, j'ai vu parler cet empereur avec notre leader et se tenir la main, j'ai cru sans aucun doute que Keisar Adir Moshit Yado le Choter Migeza Achozim. Et voici que cet empereur tout-puissant qui tend sa main à cette plante cet arbre de source messianique, de source prophétique. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de remarquable que cette terre sera conquise avec, pas par la force, mais par l'accord, etc. Cher ami, c'est ainsi qu'elle finit cette lettre. Si tu devais te tenir là, à côté de moi, en ce moment, tu serais certainement ému autant que moi. Parce que même si Herzl ne devait pas réussir, de toute manière, on a l'impression que notre salut est très, très proche. C'est l'impression, plus ou moins, que les gens reçoivent lors du passage de Herzl. Là, à la droite, vous voyez sa visite à Rehovot. À Rehovot, il est accueilli par les Juifs à dos de cheval qui galopent vers lui. Ils lui font un accueil presque royal. D'ailleurs, les Arabes qui sont aussi là et qui le voient arriver avec sa délégation, eh bien, ils l'appellent Malk El Yahoud, le roi des Juifs. Cela dit, toutes ces villes, Rishon LeZion, Rehovot, où il s'arrête, on peut voir ici tout son parcours. Mikvé Israël, tout cela, ce n'est qu'un prélude à la visite à Jérusalem, où il doit rencontrer la ville, la capitale juive éternelle, et où il doit aussi rencontrer l'empereur allemand, Guillaume II. Top. Alors, ils repartent à Jaffa pour prendre le train le vendredi matin, pour prendre le train pour Jérusalem. Malheureusement, le train, à l'époque, tout d'abord, pour arriver à Jérusalem, ça prend beaucoup d'heures. Et puis, encore une fois, à cause de la visite de Guillaume II, eh bien, il manque de wagons. Beaucoup de gens veulent monter sur le train. Il faut rattacher encore des wagons supplémentaires. Enfin, le fait est que le train part avec plusieurs heures de retard et il arrive à Jérusalem le Shabbat. Maintenant, naturellement, le leader du mouvement sioniste qui a, il faut savoir déjà à cette époque, beaucoup d'opposants, qui arrive à Jérusalem le Shabbat, eh bien, il n'y a rien de plus, comment dire, à se lécher les doigts, comme on dit, pour ses opposants, pour lui dire, bon voilà, c'est cette personne qui enfreint le Shabbat, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Pourquoi? Parce que Herzl, il est dans le train, il est tombé fortement malade. Il a une température de 40 degrés. Il a attrapé tout ce qui est possible et imaginable. Ils arrivent. Il débarque, naturellement, on lui propose, prenez un carrosse, prenez quelque chose, vous ne pouvez pas monter comme ça à pied
à votre hôtel parce que ça ne veut pas dire enfreindre le Shabbat. Le muletier, ça va être quelqu'un ça va être un goy, et vous, étant donné votre état, vous pouvez vous le permettre. Il n'en est rien. Herzl dit que ma première visite à Jérusalem, Parashat Lech Lecha, Shabbat Parashat Lech Lecha, eh bien, je vais monter à pied. Vous savez où se trouve l'époque, c'est aujourd'hui le lieu qui s'appelle Atachana Rishona ou Atachana Yeshana, au début de Emek Rephaim. Et c'est ainsi qu'il monte à pied, il remonte à pied tout ce qui s'appelle aujourd'hui le Keren HaYesod vers son hôtel au-delà de la Rehov, de la rue Jaffo, l'hôtel Kamenetz. Ils arrivent à l'hôtel malades, complètement à bout de force. Problème, aucune chambre. Toutes les chambres ont été prises par les Allemands et les Turcs. La chambre réservée au nom de Herzl à elle aussi était donnée. Pourquoi? Parce qu'on les a vus en retard. Et ce qui fait qu'il est là à dormir dans le couloir où il y a plusieurs versions sur une table de billard. Et le lendemain, il voit l'accueil fait par les différentes communautés de Jérusalem, y compris, et peut-être à commencer par la communauté juive, qui est la plus nombreuse, à Guillaume II. Lui-même ne prend pas part à cet accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords dans la communauté juive de Jérusalem et d'Eretz Israël tout court au sujet du sionisme, au sujet de Herzl. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Herzl de décider qu'il ne veut pas prendre part à ce litige et il reste dans sa chambre d'hôtel. Enfin, il passe à un autre hôtel. Un autre hôtel, d'ailleurs, vous le savez, c'est aujourd'hui dans la Mamil. Mamil a le magasin Steimatzki où il y a aussi un café, si je me trompe pas. Peu importe, là, c'est la maison où résidait pendant les 7 jours qu'il a passé à Jérusalem. Eh bien, 6 sur ces 7 jours, eh bien, Herzl a passé dans cette maison chez la famille Stern. Et puis, en attendant la rencontre, sa troisième rencontre avec Guillaume II, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il va rendre visite à la ville. Il va visiter Jérusalem. Il se rend au Kotel. Au Kotel, il faut le savoir, à l'époque, le Kotel, c'est un espace de 4 mètres sur 28, à peine, qui est comme un couloir de passage, où les fellahs et autres arabes passent avec leur bétail. En parallèle, naturellement, c'est un lieu de prière, un lieu le plus proche du Saint des Saints, du Har HaBayit, le mur de soutènement, véritablement du Har HaBayit, du mont du Temple. Il se rend là-bas. Il se rend aussi au Migdal David, à la tour de David. Et là, il dit la tour de David, ce qu'on appelle, eh bien, à l'époque, c'est une place forte de l'armée ottomane turque et entre autres une prison. On sait qu'ils ils ont envoyé un policier qui est un agent secret qui est là, qui s'appelle Kramer, qui suit pas à pas Herzl. Et Herzl le sait, ses amis lui disent, mais tu es fou, tu vas de ta propre initiative dans la prison, dans la eh bien, j'aurais profité de l'occasion pour m'arrêter dans cette l'impression qu'il donne aux personnes qui le voient, elle
elle est extraordinaire. Et il reçoit des heures entières des personnes qui viennent lui rendre visite. L'une de ces personnes, c'est le grand rabbin séfarade, le Rav Yitzhak Meir. Une autre personne, c'est le fils de Eliezer ben Yehuda, Itamar ben Avi. Et c'est ainsi qu'il perçoit, qu'il décrit l'impression qu'a sur lui le leader sioniste. Il fallait le voir, comme Herzl marchait. C'était la splendeur et la majesté en personne. C'était le judaïsme dans toute sa splendeur et son caractère aristocratique. Aucune ombre, aucune trace de ce qu'on a coutume d'appeler la galoute, le juif galoutique. Herzl et galoute, deux antithèses absolues qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ke'ofa'at meshichit, comme une parution messianique. Nidgala leineinu, elle a paru à nos yeux. Haïnu kma mesumarim, nous étions tous comme attachés à lui. Tout le monde, il passait, tout le monde de manière naturelle s'écartait devant lui, et c'est comme ça qu'il continue à le décrire. Il y a encore beaucoup d'histoires qui se passent dans la vieille ville. Comment est-ce que Herzl décrit la vieille ville? Comment est-ce que décrit le Kotel? Comment est-ce que décrit le Mont des Oliviers? Comment est-ce qu'il perçoit sa visite? Il faut savoir qu'il traverse tout ça encore pas tellement rétabli de sa maladie. Et d'un côté, ce qu'il écrit dans ses carnets, c'est qu'effectivement, il est déçu par ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que c'est dans un état très piteux, tel que c'est tenu par l'Empire ottoman. Mais de notre côté, lorsqu'il va écrire Alt-Neuland, le vieux nouveau pays, son roman qui se passe entièrement dans Eretz Israël rétabli quelques dizaines d'années plus tard, et un roman qu'il va écrire sous l'impression de sa visite en Eretz Israël, son véritable grand roman, eh bien, il parle de Jérusalem comme une ville qui va retrouver toute sa splendeur, qui va être plus que Rome. À l'époque, Rome, c'est l'étalon de la beauté, qui va être avec le Mont des Oliviers comme un Gianicoli qui surplombe la vieille ville, avec la vieille ville qui sera consacrée uniquement aux œuvres de charité, de piété, où il y aura un Beit Hamikdash et un temple au centre et un temple pour la paix, etc. Il le décrit comme un lieu qui va retrouver toute sa splendeur. Sauf, cela dit, bien qu'il rende visite jour après jour à Jérusalem, il a quand même un but à cette visite. Et ce but, c'est pas seulement de voir les premiers hôpitaux juifs, les premières écoles juives, les premiers quartiers juifs hors de la ville, mais il veut rencontrer Guillaume en personne. Il se fait attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. On ne l'appelle pas et pour finir, le jour avant son départ, il reçoit une invitation de se rendre à la tente royale de Guillaume II et c'est là-bas qu'il lui dit toutes les intentions du peuple juif de retourner sur sa terre. Il explique dans quelle mesure ça va, l'Empire allemand pourra en profiter, l'humanité entière pourra en profiter, les Arabes pourront en profiter, etc., etc. Mais le Guillaume II l'accueille en pyjama. Il prête à peine attention à ce qu'il dit. Visiblement,
de Constantinople et la rencontre de Jérusalem, quelque chose s'est passé. Et cette chose, c'est visiblement la rencontre, la discussion entre Guillaume et le sultan ottoman, qui s'oppose catégoriquement à l'octroi d'un mandat ou de ce qu'on appelle à l'époque un charter pour les Juifs sur Eretz Israël, ce qui explique la tiédeur, plus que la tiédeur, de Guillaume II. Bon. Et puis, ce qui fait que Herzl repart en premier avis, premièrement assez déçu, naturellement, mais à peine quelques jours après, il écrit que c'est pour le mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour le mieux? Tant mieux. L'accord des Allemands de nous apporter leur soutien nous aurait coûté très, très cher. Et effectivement, si on regarde maintenant avec la perspective qu'on a, imaginons que l'Allemagne ait obtenu le mandat, qu'on aurait appelé le mandat sur Eretz Israël, le mandat allemand et pas le mandat britannique, de quoi on aurait eu l'air. Bon, mais ce qui est intéressant, ironie de l'histoire, le jour même qu'on croyait être historique de la rencontre entre Herzl et Guillaume II à Jérusalem, qui se passe le 2 novembre 1998, c'est le 16 qui se lève. 16 qui se lève, eh bien, exactement jour pour jour, 19 ans plus tard, ça va être le jour où le Lord Balfour va accorder la déclaration Balfour à l'organisation sioniste et au peuple juif, dans le cadre de laquelle l'Angleterre s'oblige à réinstaller le peuple juif en tant que foyer national sur sa terre. Maintenant, pour conclure ce voyage, après cette rencontre, eh bien, sachant qu'il est poursuivi pratiquement, que les Turcs sont pratiquement sur ses traces, qu'ils peuvent l'arrêter d'un moment à l'autre, eh bien, ils prennent le premier train pour Jaffa. Le premier bateau, c'est un bateau d'Orange anglais où il quitte Jaffa pour l'Égypte et ensuite il retourne en Europe. Et là, Herzl décrit ses impressions. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris deux choses essentielles. Tout d'abord, il a compris la capacité du peuple juif, que c'est ainsi qu'il l'écrit, le seul peuple capable à consentir tant d'efforts et tant de souffrances pour conquérir cette terre. Il écrit en ces termes: personne, aucun autre peuple ne pourra prendre possession de cette terre. Pourquoi? Parce qu'aucun autre peuple n'est capable de consentir tellement un tel don de soi, tellement de sacrifice de soi pour prendre possession, pour cultiver Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il prend aussi conscience que ce n'est pas seulement le sionisme politique qui est justifié, mais c'est aussi celui dont il est le héros, mais c'est aussi le sionisme pratique, le sionisme agricole, le sionisme qui fait du travail de la terre l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il a rencontré des Juifs qui travaillent cette terre et il voit des Juifs de toute une autre nature. Il dit, mais écoutez, mais on a fait ici combien à l'époque? 20 localités, de Guédère jusqu'à Metula, en passant par Rishon LeZion, Zichron Yaakov, etc., etc. Si on a encore quelques dizaines de telles communautés, eh bien, c'est un peuple qui renaît. C'est un peuple qui n'a pas peur ici, un peuple grandi, un peuple juif d'une nature tout à fait différente, d'une nature où il n'a pas peur absolument. Et troisième chose, très importante, cette terre l'inspire tellement que lui-même, plus que jamais, il commence à prendre foi dans ce qu'il dit. Et ça va prendre forme dans le roman Altoiland, on en a déjà parlé, qui va écrire 4 ans
après sa visite. Il va paraître en 1902. C'est un roman qui se passe dans Eretz Israël des années 20, c'est-à-dire qui déjà reconstruit, déjà rebâti, déjà Jérusalem dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Et c'est un roman qu'il écrit pour redonner confiance aussi au peuple juif qui est un peu fatigué après plusieurs congrès qui n'ont donné lieu à pas grand-chose, si ce n'est au niveau diplomatique. Mais c'est un roman qu'il écrit sous l'impression qu'il a ici. Et dernière chose, après cette visite et après cette rencontre avec Guillaume, eh bien, cette rencontre, elle a quand même donné beaucoup de choses. C'est que le mouvement sioniste a intégré, avec cette poignée de main, entre Herzl et Guillaume, il a intégré la scène internationale. Il commence à être traité d'égal à égal, il commence à être perçu comme interlocuteur digne des puissances et des superpuissances mondiales, et c'est ainsi que le peuple juif lui-même commence à se percevoir. Si nous sommes reconnus par Guillaume, par l'empereur, si notre représentant lui serre la main, lui fait honneur, le reçoit 3 fois en moins de 10 jours, eh bien, ça veut dire que c'est du sérieux. Et à partir de ce moment, à partir de cette visite en Eretz Israël, à Jérusalem, le mouvement sioniste commence plus que jamais à être pris au sérieux. On continue à en parler, Bezrat Hashem, demain. Et voilà, en attendant, encore une fois, peut-être essayer de faire un tour. Vous voyez, Emek Achoula, au loin, le mont Fermi et la montagne, le mont du Golan.